Dimanche. J'ai encore entendu un truc sonner, ça m'énerve, je sais jamais ce que c'est, entre la porte du garage, celle de la remise, le détecteur de fumée ou même encore d'autres trucs que j'ai pas identifiés. Je regarde le tableau d'alarme incendie si des fois un voyant s'est allumé. Je ne vois rien de spécial, mais je sais qu'il y en a certains qui ne fonctionnent pas bien, donc voilà, je sais pas pourquoi ça a sonné, ni exactement où. Tout ça implique que je devrais probablement faire quelque chose, mais quoi, bon sang? C'est très agaçant. Ça ressonne. C'est très ténu, ça vient de derrière, je crois. Je veux en avoir le cœur net. Je vais donc jeter un œil au garage et à la remise. Personne. Je fais alors un saut à la lingerie parce que je sais que la dernière fois, c'est un séchoir qui avait pris feu. Histoire d'être sûr. Rien non plus. Bon. En ressortant, je me trouve nez à nez avec Leïla qui s'apprêtait à entrer. Elle sursaute brutalement, surprise de me voir arriver. C'est vrai que d'habitude, en journée, personne ne vient ici à part elle. Le saisissement passé, elle me gourmande comme si j'étais un gosse maladroit, gentil mais pas très futé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Y a quelqu'un là-haut? Non? Mais il faut surtout pas partir s'il y a personne. J'ai entendu un truc sonner, je voulais être sûre que tout allait bien. T'inquiète pas, je suis même pas partie 5 minutes. Même 5 minutes. Il faut m'appeler quand c'est comme ça. Remonte. Vite, vite. Non, pas par là. Passe de ce côté. C'est plus court. Je retourne donc en vitesse à mon poste, un peu amusée de la naïveté de Leïla. Elle semble ignorer la dimension paradoxale de mon travail, qui n'est d'ailleurs pas spécifique à l'endroit. Dans n'importe quel hôtel, un bon réceptionniste se doit d'avoir le don d'ubiquité car il ne doit jamais quitter son poste. Le comptoir de la réception s'entend. Et pouvoir être à la fois partout dans la maison, puisqu'il en a la responsabilité pendant son service. Donc être en mesure de s'assurer, par exemple, que personne n'a fait un malaise dans le couloir du 3e étage, ou réenclenché un fusible au sous-sol, sans toutefois cesser un seul instant de surveiller la caisse, de répondre au téléphone et d'accueillir les gens qui se présentent. Depuis toutes ces années dans le métier, et dans moult boutiques différentes, je n'y suis jamais parvenue. Il semblerait qu'un point central de la formation persiste à m'échapper. Mais j'ai également un drôle de sentiment de malaise, car ce n'est pas la première fois que je vois Leïla s'angoisser démesurément pour une chose qui pourrait avoir le moindre impact sur le fonctionnement de la maison, même si la chose en question est incertaine ou dérisoire. Comme ce fameux épisode de l'aquarium. Une fois de temps en temps, elle extirpe les poissons de leur demeure posée sur le comptoir pour pouvoir la nettoyer. L'opération est assez compliquée et délicate, mais Leïla dispose d'un stupéfiant tour de main et d'une technique à toute épreuve. Sauf que cette fois-ci, la pompe refusait de se remettre en marche une fois remontée. J'ai cru que le ciel lui tombait sur la tête. Mais ils vont plus pouvoir respirer. Ils vont plus avoir l'oxygène. Qu'est-ce qu'il va dire Fred? Ayant déjà vu des aquariums sans pompe, je doute que les bestioles succombent immédiatement et argue que de toute façon, on devrait bien réussir à trouver une solution. Mais Leïla panique. On retourne alors le bureau et le bazar de la réception pour trouver des câbles qui puissent remplacer celui qui semble dysfonctionner. Je suggère plusieurs fois de contacter Fred pour savoir s'il y a un dispositif de rechange quelque part, mais Leïla repousse systématiquement la proposition d'un MF. L'ami de la maison, qui passait par là, est mis à contribution, mais il s'avère aussi inefficace que nous. Et j'ai encore les chambres à faire. Bah vas-y, vas-y! Je vais continuer d'essayer pendant ce temps, et je t'appelle si j'arrive à le faire marcher. Elle hésite un instant, puis finit par se ranger à mon avis. Ce qui ne l'empêchera pas de redescendre toutes les 10 minutes pour voir. Mais j'ai beau m'escrimer, je n'arrive à rien. Et puis soudain, sans qu'on sache bien pourquoi, le bidule se remet en route. Leïla saute littéralement de joie et me prend dans ses bras. Oh, merci. Heureusement que tu étais là. T'imagines, je me retrouve toute seule avec ça. Oh là là, j'ai eu peur. Trouille qu'elle avait fini par me refiler. Ce n'est qu'avec quelques jours de recul que j'ai pu prendre la mesure de la disproportion de sa réaction. Comme si l'intégrité de l'hôtel reposait tout entière sur ses frêles épaules. Pour un SMIC horaire à temps partiel. Et au-delà du malaise, des questions surgissent. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Et puis... Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on rentre dans l'hôtel, c'est lui qui rentre un peu plus dans nos têtes, impactant nos pensées et nos corps. Comme tout lieu de travail, certes. Mais j'aimerais quand même avoir une idée plus précise des rouages qui sont à l'œuvre ici. Il me faudrait un mécanicien.
Dimanche, 19h. Je me prépare pour mes 12 heures de nocturne. Je m'installe donc, comme d'habitude, à la réception, armé ce soir des Chroniques du menteur de Boris Vian, cette circonstance. Mais le livre est si fin que je risque de l'avoir terminé avant la fin de mon quart. C'est tout juste si une ou deux personnes passent pour récupérer leurs clés. La soirée est particulièrement calme, une sorte de torpeur semble s'être emparée de l'hôtel, à un point tel que même Gérard, d'habitude si prompt à occuper le terrain avec force décibels, s'ennuie et part très tôt regarder un film dans sa chambre. Les minutes s'égrènent avec une lenteur cotonneuse, j'ai l'impression que même mon cerveau s'est mis à tourner au ralenti dans cette semi-obscurité silencieuse. Et soudain toutes mes quilles, jusque-là statiques au point d'en sembler immuables et disposées à se couvrir peu à peu de poussière, se cassent la gueule dans un grand bruit. Un monsieur d'un certain âge déboule en gesticulant de derrière la réception. Il essaye avec véhémence de m'expliquer quelque chose dans une langue que je n'arrive même pas à identifier. Je comprends juste « Rangueil, ambulance !» Il veut que j'appelle les urgences pour son fils. Paniqué, je m'exécute sans songer à poser d'autres questions qui, je m'en rendrai compte par la suite, auraient pu s'avérer utiles. En effet, la dame au bout du fil me demande de qui il est question, son âge, de quoi il souffre, etc. Je lève le nez vers le monsieur affolé qui continue de déblatérer en face de moi. Peut-être est-il en train de m'expliquer tout ça, mais un mur d'incompréhension nous sépare. Et de l'autre côté du combiné, les questions de l'urgentiste se font plus pressantes et très vite teintées d'agacement. Ces imprécations se mélangent avec les mots inconnus que me crie le résident, entrelardés de plusieurs « Ambulance, ambulance !» Ainsi pressé par les deux bouts, tout restant de calme ou de discernement m'abandonne. Je ne sais absolument pas quoi faire. L'opératrice finit par me sommer de me renseigner et de rappeler après. Ça semble être en effet la seule solution. Au terme d'un conciliabule absolument lunaire, je finis par obtenir au moins le numéro de chambre de la famille en question, ce qui me permet de connaître l'âge du malade et d'apprendre, à mon grand désespoir, que ces personnes viennent de Géorgie. Où trouver un interprète ? Et voilà des gens qui choisissent ce moment précis pour venir me réclamer leurs clés. Foutue loi de Murphy. Consciente que je ne pourrais pas m'en sortir seule, je me résous à appeler Gérard dans sa chambre. Le temps qu'il arrive, je rappelle le 15. L'opératrice me demande alors carrément le poids du patient. Et en face, à nouveau, « Ambulance, ambulance !» La scène me semble plus surréaliste encore que celle dépeinte dans les chroniques que je lisais un quart d'heure plus tôt. Gérard s'approche enfin, de l'air bougon de quelqu'un qu'on a dérangé dans un demi-sommeil. Je dois composer entre ces questions à lui, celle de l'urgentiste au bout du fil et la panique du père. Je m'en sors en donnant mon portable à Gérard, qui prend le relais avec le 15 et suit le monsieur vers sa chambre pour pouvoir décrire l'état du fils à l'opératrice. Il revient vers moi un quart d'heure plus tard, m'annonçant qu'effectivement, ils vont envoyer une ambulance. Je ne peux que déplorer le fait qu'il ne l'ait pas décidé dès le départ au lieu de me demander la couleur du cheval blanc d'Henri IV et l'âge du capitaine. On aurait gagné une bonne demi-heure. J'espère qu'ils vont faire vite. Bof, faut attendre maintenant, mais t'en fais pas, va. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Ah bon ? Ouais, il s'est fait opérer, il y a eu des complications, mais c'est sa faute aussi, il prend pas son traitement. Quand bien même. Ben quoi, on te donne un traitement, tu le prends. T'es pas d'accord ? Faut pas venir se plaindre après, hein. Peut-être, mais bon... Fais comme on t'a dit, puis c'est tout. On devrait le laisser se démerder tout seul, tiens. Non mais attends, Gérard. Faut pas qu'il vienne se plaindre s'il prend pas son traitement, c'est tout. Ils t'ont dit dans combien de temps ils arrivaient ? Qui ça ? Ben, le SAMU, tiens. Tu sais quand est-ce qu'ils arrivent ? Ah ben non, j'en sais rien. Ils ont dit qu'ils envoyaient une ambulance, quoi, c'est tout. Bon, on devrait peut-être virer les conteneurs de devant la porte de secours en attendant qu'ils puissent passer au moins. Ah non. Bah pourquoi ? Ils passent par devant, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Mais c'est pas plus court par derrière ? Ben non, ça change rien. Va pas tout nous mettre en vrac, sinon ils vont voir qu'on n'est pas aux normes. Comment ça ? Ben, les conteneurs devant l'issue de secours, tu crois quoi ? S'ils voient ça, on ferme. Bah justement, on pourrait les bouger avant qu'ils arrivent. Non, ils passent par devant, c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah du coup on pourrait peut-être au moins ouvrir les portes en grand, les bloquer, qu'ils aient la place de passer au moins. Bon d'accord, t'as raison, on ouvre. Alors on ouvre. Et le papa revient pour s'enquérir de l'ambulance. Faut attendre. On pourrait peut-être les rappeler, non ? C'est vrai que ça commence à faire un moment. Ok, si tu veux, on rappelle. Et on nous confirme que l'envoi de l'ambulance est bien enregistré. Sans plus. Et le temps passe, et toujours personne.
Le père revient régulièrement pour voir, excédé. On les a déjà rappelés, faut attendre. Mais ce n'est pas fait pour diminuer l'inquiétude de l'homme qui s'agace. « Géorgie, 10 minutes !» dit-il en montrant avec insistance son poignet gauche. « 10 minutes !» Il n'a pas tort, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on attend. Des types viennent ratasser devant la porte. Je vais voir. L'un d'entre eux se présente comme interprète pour notre malade. « Victoire !» Enthousiaste, je vais pour le faire entrer. C'était sans compter sur Gérard. Vous êtes qui? Je suis un ami de Tartampion, je viens traduire. Non mais... les visites, elles sont interdites. Il déconne ou quoi? Je viens pour traduire, il va pas bien. Laissez-moi rentrer. Non, on laisse entrer personne. Gérard, laisse-le passer, il va pouvoir nous aider. On peut laisser entrer personne, c'est comme ça. L'envie me vient de lui fracasser l'imprimante sur le crâne, mais je me retiens. Elle est bien trop lourde pour moi, cette imprimante. Au lieu de ça, ça gueule, ça ratafalque, ça déblatère, ça s'énerve jusqu'au compromis, inacceptable selon moi. Laissez l'interprète attendre dehors jusqu'à ce que le SAMU se décide enfin à arriver. Entre-temps, Gérard aura le temps de dire moult fois au père qui, lassé, commence à suggérer d'emmener directement son fils en voiture à Rangueil. Faut attendre, on a déjà appelé, il faut attendre. Attendre, oui. Il aura fallu plus de 2 heures avant que l'ambulance se pointe. À côté du brancard, le père me lance encore. « Géorgie, 10 minutes !» Bienvenue en France, mon ami. Samedi 24 décembre. Vive le vent, mes petits souliers, mon beau sapin, tout le bazar, etc. Oh Justine, c'est vraiment gentil à toi de te sacrifier pour le week-end de Noël, merci. Sauf que j'ai aucun mérite, vu que les fêtes me laissent aussi froide que la côtelette qu'Admundsen oublia sur la banquise en 1910. En arrivant le matin, je remarque que quelqu'un a décoré la réception avec enthousiasme. Fred, probablement. Et tout le monde de trouver ça formidable, le Père Noël en peluche sur le comptoir, les boules, les guirlandes, les machins qui clignotent et tout ce qui s'ensuit. Je suis plus partagée, surtout à partir de la mi-journée, après avoir été le témoin de plusieurs rixes entre des gosses et leurs parents. Sûr que le gros doudou souriant avec toutes ces choses qui brillent, c'est tentant, ça donne très envie de jouer avec. « Non, Mathéo, je t'ai dit, on touche pas. Mais Dylan, repose ça tout de suite. Allez, viens, Léa, ça suffit maintenant. Je compte jusqu'à 3. Outre ces réjouissances de saison, j'ai une visite un peu inhabituelle. Un type qui vient me demander si certains résidents veulent un repas de réveillon. Pour ce soir donc ? Oui, on a prévu des repas qu'on peut apporter aux gens ce soir et comme je sais qu'ici vous faites le 115, faudrait juste que je sache combien vous en prendriez. Bah, vous me prenez un peu au dépourvu là. Vous seriez venu il y a quelques jours, on aurait eu le temps de prévenir les gens au fur et à mesure, de coller une affiche ou quoi, mais là... Je saurais même pas vous dire combien de personnes vont rentrer ce soir. Il y en a sûrement beaucoup qui vont faire ça à l'extérieur. Mais vous pourriez peut-être en parler à ceux que vous croiserez dans l'après-midi, hein. Puis vous m'appelez, tenez, je vous laisse mon numéro. D'accord, oui, je vous appellerai. Vous voulez d'autres adresses d'hôtels qui hébergent le 115 ? Vous auriez ça ? Oh oui, ça m'arrangerait bien pour pouvoir caser mes portions. Voilà qui est fait. J'essaye de tenir parole, mais il ne semble pas que l'idée soulève les foules. Sur les 16 heures, le môme de la 23 me montre qu'il a 2 paquets de biscuits et décide de m'en donner un. Un autre, plus tard, m'offrira du pain d'épices. Je dispose tout ça sur le comptoir pour que les résidents puissent se servir. Et j'appelle le gars pour lui faire comprendre qu'apparemment, il n'est pas le seul à s'imaginer que les gens ne mangent qu'une fois par an, au moment où il lui vient de soudaines envies de partage. Si la solidarité me semble être un principe cardinal, j'ai toujours été écœurée par la charité, surtout de ce genre-là, type nettoyage de conscience annuel par esprit chrétien. Non, décidément, les fêtes, c'est pas mon truc. Dimanche 25 décembre. Journée morne. Les rares résidents qui ne sont pas partis ne sortent pas, vu que ça caille et que de toute façon, aujourd'hui, tout est fermé. C'est le calme plat toute la journée que je passe recroquevillé sur mon siège inconfortable à mettre des factures à jour. Et la nuit tombe désespérément tôt. Il me reste 2 bonnes heures à tirer et la porte vitrée en face de moi est déjà toute noire. Burk. Une femme descend en pyjama et jette un œil à l'extérieur. Elle semble aussi dégoûtée que moi. C'est déprimant. Ça, c'est bien vrai. Ça donne envie de rester couché. C'est sûr, mais là, j'en peux plus. Je vais devenir folle à force de tourner en rond. Ça me rappelle le confinement. Gérard a dû reconnaître la voix. Il sort de son terrier. Eh ben, elle est là celle-ci. Mais je t'ai pas dit de venir. Sauf que je suis là. Avoue que ça te fait plaisir. Il m'embête toujours, il me cherche. Je te cherche. C'est toi qui me cherches. Non, c'est toi. Arrête-le.
Mais je ris, on joue, ça fait du bien. Ça fait même tellement de bien que je laisse volontiers passer certaines horreurs qui sortent de la bouche de Gérard. Considérons cela comme un moment de grâce, une sorte d'hystérie salvatrice qui nous permettra de nous sortir de nos torpeurs hivernales. Fais-le taire. J'attrape le gros scotch, caché derrière le comptoir. Avec ça ? Oui, oui, attrape-le. C'est quoi ce bordel? J'en peux plus d'être enfermée. Je voudrais me rouler par terre, sauter partout. Moi aussi, j'en ai trop marre. Il se passe rien. On dirait que tout le monde est mort et je vais devenir dingue à mater les murs. Du coup, je fais le ménage. Bah tiens, ça nous change ça. Et ta gueule, toi? On t'a rien demandé. C'est ça, ouais. T'es venu pour moi, à vous. Elle lui lâche un pfff, à la fois méprisant et rieur, avant de se tourner vers moi. T'aurais des trucs pour nettoyer? Dans ma chambre, j'ai rien. Ben, ça dépend de ce que tu veux faire, mais franchement, moi non plus, j'ai pas grand-chose. Regarde, même pour faire la réception, j'ai juste le pchit à vitre, des chiffons à base de vieilles serviettes et un balai d'extérieur qui balaie que dalle. Ah ouais? Du coup, tout ce que je peux faire, c'est de prêter le pchit, quoi. Mais faudra me le ramener avant la fin de mon service parce que sinon je vais me faire engueuler, moi. Bah c'est con, parce que le produit à vitre, c'est le seul truc que j'ai. S'ensuit un long débat sur le ménage où elle m'énumère le matériel dont elle dispose et ses idées saugrenues pour l'employer. J'essaye de l'aiguiller pour éviter qu'elle ne se retrouve avec une mare de lessive dans sa chambre et lui donne, faute de mieux, quelques-uns de mes chiffons poucraves. En fond, tout du long, on n'a pas cessé d'entendre le chahut rugueux de la dame en pyjama et de Gérard, ce qui donne une drôle de teinte à notre dialogue. Quelque chose de survolté qui dit qu'on craque tous, écœuré de cette langueur festive saturée de foie gras qui ne nous concerne pas. L'hystérie pour déchirer l'ennui. Il s'écharpe, se marre, gesticule, et ça me donne de l'air, jusqu'à ce que je finisse enfin par me rendre compte que la fille rit bizarrement et que Gérard part en vrille. Je te chope. Je te chope ici ou ailleurs, tu pourras pas te cacher. Je sais où tu dors. Je te prends. Laisse tomber, je te trouverai toujours. Le rire nerveux court toujours alentour. On ne perçoit pas la portée de ses paroles. On se gondole, emporté par le courant, sans réfléchir. Mais c'est trop. Il va trop loin. La dame en pyjama se faufile en riant dans l'ascenseur et laisse les portes se refermer sur elle. Dimanche, 21h25. Aujourd'hui, je supporte encore plus mal que d'habitude le rôle de flic qu'on me fait jouer. Trop plein de contradictions dans mon cerveau entre ce que me dicte le bon sens et ce qu'on attend de moi. Si ma petite imposture m'amuse souvent, aujourd'hui elle me suffoque, comme si chaque partie de mon corps se trouvait prise dans un étau. Résister à ce mouvement d'ensemble qui part dans une direction inverse à la mienne me demande un effort écœurant. Ma position m'écœure. J'ai l'impression qu'on m'a fait endosser un uniforme de flic, de gardien de prison, contre mon gré. Je me sens sale. Pour la première fois, je me demande combien de temps cette position sera tenable. Et ce, dans les deux sens. Si les circonstances m'obligent à refuser d'obéir à un ordre direct, je me ferai virer. Ça, c'est la meilleure solution. Le pire serait que cette ambiance délétère déteigne sur moi et me pousse à agir contre mes principes, jusqu'à ce que je ne puisse plus me regarder dans une glace. Ma crainte est de pouvoir être peu à peu contaminée, à mon insu, par de petites scories qui s'incrusteraient dans ma peau sans que je m'en aperçoive. D'autant que je ne peux pas m'empêcher d'accorder le bénéfice du doute aux gens, même si ce sont de gros cons. Mais la réciproque n'est pas vraie. Ils sont tellement sûrs d'eux que c'en est admirable. Mais comment font-ils ? Est-ce qu'ils ne doutent jamais ? Ou ont-ils donc appris à faire ça ? Tracer une ligne fixe entre ce que je tolère et ne tolère pas est délicat, voire impossible. Les principes sont univoques alors que les faits sont multiples. Quand tout paraît étrange, comment pourrait-on poser une norme ? Pourtant, sans garde-fou, ils pourraient bien finir par me faire glisser jusqu'à me faire devenir comme eux, et alors, je ne me supporterai plus. Les seuls moments où ça marche, où mes actes ne me font pas tergiverser des heures après, c'est quand j'arrive à les faire spontanément en m'extrayant du conséquentialisme. Qui est, je me le confirme encore une fois, la définition même de la fausse bonne idée, un truc qui fait croire qu'il s'ancre dans la multiplicité de la réalité alors qu'il ne fait que l'abolir. Quand j'arrive à agir la tête vide, disais-je donc, tout va bien, j'avance sans avoir à me retourner sans cesse. Mais malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Plusieurs univers-mondes s'affrontent et s'entrechoquent, comme de grosses bulles de savon, de tailles et de couleurs différentes, avec plein de reflets brillants. Si je parviens à entrevoir celle des autres, j'ai beaucoup de mal à distinguer la mienne. Est-ce que j'en ai une ?
Ou ne suis-je rien d'autre qu'un caméléon, un imposteur perpétuel?